Que reste-t-il de la francophonie en Égypte? Comment remettre la langue française au goût du jour dans ce pays arabe et africain peuplé d'au moins 100 millions d'habitants? On en parle ce soir avec le très francophile ambassadeur d'Égypte en France, Ehab Badawi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, monsieur l'ambassadeur. Difficile de ne pas évoquer ce qu'on vient de voir, ces images qui tournent en boucle partout dans le monde. D'un côté, Jérusalem et l'inauguration de cette ambassade américaine transférée de Tel Aviv à Jérusalem, donc, et de l'autre, Gaza, à nouveau avec 50 morts au moins, dont 8 enfants. Quelle est votre réaction? On déplore et on condamne cet usage de force extrême des autorités occupantes. Ce sont des Palestiniens qui manifestent tout simplement pour une cause juste. Ils ne demandent que leurs droits, que la communauté internationale a décidé de leur accorder depuis très longtemps, mais malheureusement n'arrive pas à l'imposer. Donc, en réalité. Le Koweït envisage une demande de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion d'urgence. Il y a la Ligue arabe aussi qui va se réunir après-demain, mercredi. On a le sentiment que dans le monde arabe, il n'y a pas aujourd'hui une voix qui puisse peser dans la région. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec... En ce qui concerne le monde arabe, tous les pays arabes, cette cause palestinienne a toujours été vraiment la cause centrale de tout pays arabe. Comme vous le savez, les pays arabes ont vécu plusieurs guerres avec Israël en poursuivant ce droit palestinien. Après, on a décidé de poursuivre la voie pacifique, la voie des négociations. C'est vrai que ça dure quelques décennies sans que les Palestiniens obtiennent quoi que ce soit de concret, mais tout ce qu'on souhaite, c'est que on n'arrive pas à retourner en arrière et que des pays arabes cherchent à avoir ce droit par la confrontation, mais que ces négociations puissent nous mener donc à une paix juste et durable. Et c'est en parfait francophone et francophile que vous répondez à nos questions, monsieur l'ambassadeur. On va parler ce soir avec vous de la francophonie en Égypte. C'est un pays qui a pour langue arabe, qui a pour langue officielle l'arabe, qui parle aussi beaucoup l'anglais, beaucoup moins le français. Ça a été une langue de rêve pour tous les Égyptiens, notamment dans les années 1950-1960. Comment se porte aujourd'hui la francophonie en Égypte? Elle se porte parfaitement bien. Vous savez, la francophonie en Égypte, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est l'art, c'est la culture, c'est l'enseignement. Et vous verrez que en Égypte, la francophonie est une vraie chance. Je vous donne l'exemple d'un diplomate égyptien. Nous, quand on travaille au ministère des Affaires étrangères, les diplomates francophones ont leur précaré, mais tout francophone égyptien est par définition anglophone. Donc on est des passe-partout alors que les autres... Mais plus sérieusement, je vous dirais que la francophonie en Égypte, ça a été à un moment donné un moyen de modernisation. Durant la période l'ère Mohamed Ali, vraiment quand il a souhaité moderniser l'Égypte, c'est par le biais de la France et de la francophonie. Ses prédécesseurs ont utilisé le français depuis 1860. Le français faisait partie des langues utilisées dans l'administration égyptienne. Vous verrez aussi, je vais vous nommer quelques écrivains, des Égyptiens, Albert Kosseri, ou si on parle des contemporains, Khaled El-Kamissi, qui écrit en français. Le français en Égypte a toujours été, et la francophonie en Égypte a toujours eu son charme, son appréciation et certainement... Et des auteurs qui sont déjà venus sur TV5 Monde, notamment Khaled El-Kamissi. Alors la France veut aider l'Égypte justement à donner beaucoup plus de cours de français. Il y a un plan d'Emmanuel Macron qui a été annoncé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle somme sera débloquée par la France? Écoutez, les sommes, je ne pourrais pas vous m'exprimer là-dessus. Je vous enverrai vers les autorités françaises peut-être pour qu'on vous dise, mais sachez que nous, on est demandeurs et d'un maximum. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la francophonie et du français comme vecteur de modernisation en Égypte. Ça a été à un moment donné un vecteur de résistance contre l'occupant britannique. À d'autres moments, cette francophonie, ce français a été choisi par Boutros Boutros Ghali comme une position
L'ancien secrétaire général des Nations Unies. Et donc le premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et durant cette période où l'Égypte favorisait le non-alignement, le français avait vraiment sa place dans l'Égypte officielle et la diplomatie égyptienne. Et on va se rendre en Égypte justement, puisqu'à l'heure qu'il est, disons-le, c'est une langue qui est plutôt réservée à une certaine élite. On va regarder ce reportage tourné au Caire et à Beni Suef, à 100 km de la capitale. Reportage signé Nadia Blétry et Éric de la Varenne. Rita Chikhani est professeure de sciences. Et depuis plus de 20 ans, elle donne ses cours en français. Est-ce que tout le monde a sa calculette? Excellent. Mais en Égypte, ce type d'apprentissage est réservé à une élite, comme ces collégiennes qui étudient dans des écoles privées. Ici, l'éducation en français est synonyme de qualité. De point de vue études, c'est un peu poussé et renforcé. On essaye d'avoir des profs français. On essaye de les pousser vraiment dans leur niveau d'éducation. Les langues vivantes sont concernées par la réforme de l'éducation qui sera effective à la rentrée prochaine. Le but affiché par l'État égyptien, améliorer les contenus scolaires. Paris a décidé de participer à cette réforme avec un budget de 330 000 € pour soutenir le français dans les écoles gouvernementales. Une nouveauté. Il y a aujourd'hui 3,5 millions d'élèves égyptiens qui apprennent le français comme langue vivante 2. Et donc nous, notre objectif, c'est de former les formateurs. D'ailleurs, on va commencer par 300 inspecteurs généraux, enseignants égyptiens. Et ensuite, ces 300 formateurs vont former les enseignants de français dans l'ensemble des écoles d'Égypte. Mais au-delà des programmes scolaires, l'école doit surtout faire face à un problème de taille, celui des infrastructures. Avec près de 100 millions d'habitants, le pays est confronté à une surpopulation galopante. Et l'école publique ne peut accueillir tous les élèves décemment, comme ici en Haute-Égypte, où on apprend dans des classes surchargées avec des moyens dérisoires. C'est notre plus gros problème. On n'arrive pas à écrire et le manque de place, c'est gênant aussi pour notre enseignante. Ça crée des tensions dans la classe. L'école ne nous donne pas ce dont on a besoin. Les enseignants de français seront peut-être mieux formés à partir du mois de septembre, mais rien ne dit que les conditions matérielles des 20 millions d'élèves égyptiens s'amélioreront à la rentrée prochaine. Ehab Badawi, ambassadeur de la République d'Égypte en français, notre invité. On poursuit cette entrevue. Le français va-t-il devenir obligatoire dans les écoles égyptiennes? On vient de voir tous ces élèves qui ont soif d'apprendre. Tout à fait. Alors je vous le confirme, puisque notre ministre de l'Éducation était en visite à Paris récemment. Il a rencontré son homologue français, il lui a annoncé cette nouvelle. Et donc le français serait donc une langue obligatoire dans toutes les écoles publiques. Donc toutes les écoles publiques égyptiennes vont enseigner le français en tant que langue obligatoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation britannique. On entend parfois dire que le français peut être un rempart contre l'intégrisme. On sait que votre pays, l'Égypte, est touché par le terrorisme et une insurrection, notamment dans la péninsule du Sinaï. En quoi le français peut-il être une arme contre l'obscurantisme? Écoutez, toute éducation est une arme contre l'obscurantisme. Mais certainement, quand l'Égypte a voulu se moderniser, elle s'est ouverte au monde extérieur. Et là, quand vous verrez des gens qui apprennent le français, qui ont la capacité de, et surtout avec les hautes technologies qu'on a aujourd'hui, un jeune pourra tout de suite, s'il connaît le français, s'il arrive à lire la langue française, il va s'informer, il va se cultiver. Et si vous avez un minimum de culture, il aura un autre point de vue. Voilà. Et certainement, si vous avez vraiment un minimum de culture, vous n'allez jamais devenir un terroriste ou un djihadiste ou un djihadiste ou ces gens. Quoi. Alors le problème, c'est que vous le disiez, au-delà de la langue française, c'est l'éducation. On a entendu cet élève qui disait on n'arrive pas à écrire, il y a le manque de place, c'est gênant pour notre enseignante aussi, c'est notre gros problème, ça crée des tensions dans la classe. Et elle dit même l'école ne nous donne pas ce dont on a besoin. C'est un défi immense pour votre pays. C'est un défi immense et je discutais avec un ami français, je lui disais, j'ai vu notre ministre de l'Éducation dire à notre président, la semaine prochaine, Monsieur le Président, on va engager les 50 000 nouveaux profs pour les 1100 nouvelles écoles. Ouais. On arrive à construire peut-être les écoles,
en tant que des bâtiments. Mais le contenu pédagogique, alors là, c'est un vrai défi, alors que des pays développés n'ont qu'à peut-être faire 2 couches de peinture à la rentrée scolaire, échanger quelques écrans. Mais sachez qu'on a un plan extrêmement ambitieux. Donc, notre ministre de l'Éducation a pu octroyer un prêt de la Banque mondiale de 500 millions de dollars, ce qui est énorme, et ceci pour transformer, faire une transformation radicale de l'éducation en Égypte, tout en disant qu'on a été tellement bas que je pourrais oser tout. Et là, chaque étudiant aura une petite tablette, il va étudier la physique en regardant des films. Tiens, avant que j'oublie de vous le demander, monsieur l'ambassadeur, quel est votre rapport, vous, à la langue française? Alors moi, je suis un ancien des jésuites, je suis de famille musulmane. Mes parents m'ont livré aux jésuites pour que j'apprenne le français, puisque je fais partie d'une famille francophone et qui a apprécié ce fait d'être francophone, francophile et j'ose dire francophone également. Et peut-être pour l'anecdote, je vous dirais que j'ai été puni à l'école par un de mes prêtres parce que je n'avais pas très bien étudié mon Coran. Alors, le régime d'Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement pointé du doigt. On parlait de la francophonie de valeur. Difficile de ne pas vous demander pourquoi l'Égypte est aujourd'hui pointée du doigt dans le monde entier, notamment par des organisations de défense des droits humains qui dénoncent la répression des opposants et les libertés individuelles. Que leur répondez-vous? Je vais leur répondre en leur disant: venez en Égypte vivre avec le peuple égyptien. Ayez des voisins comme la Libye. Voyez la situation au Sinaï. Jetez un coup d'œil donc sur les pays, sur notre voisinage, mais surtout... On peut regarder la Tunisie aussi, justement, la Tunisie qui a su faire une alliance entre à la fois des partis libéraux, progressistes et les islamistes. Pourquoi l'Égypte n'a pas réussi à opérer cette coalition entre ceux qui avaient gagné les élections, les frères musulmans, et des partis libéraux, des partis de gauche, des partis laïcs? Parce que nous, tout comme la France et l'Occident, on considère que l'islam politique n'a pas de place chez nous non plus. Alors qu'il y a quelques-uns qui disent « oui, peut-être qu'on ne le verra pas en Occident, mais l'islam politique pourrait être une solution ». Non, on considère qu'on est assez mûr, tout comme les autres, et que si vous êtes quelqu'un qui fait de la religion, vous avez votre place à l'église ou à la mosquée. Si vous souhaitez faire de la politique, c'est séculaire et c'est tout. Pourquoi les Égyptiens ont voté pour ces frères musulmans, selon vous, alors? Ah non, parce que les frères musulmans bénéficiaient d'une image de victime dans tout le monde arabe. Et ça allait être un projet magnifique. Tous les pays arabes, mais nous, on a notre vécu. On les a eus une année, ça nous a suffi. Moi, je peux vous garantir qu'ils n'ont aucune place sur la scène politique avant 3-4 décennies. Pas ces générations qui les ont vécues. Merci beaucoup, Ehab Badawi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur d'Égypte en France, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.